Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence organisée par RCN Justice et Démocratie, conférence qui s'intitule Des violences coloniales au génocide perpétré contre les Tutsis. Je suis Joël Philippe, le coordinateur général de RCN. Je vous remercie de votre présence. Cette conférence s'inscrit dans le cadre de la commémoration des 30 ans du génocide. Malgré des avancées très significatives sur le plan de la justice et de la cohésion sociale, force est de constater que 3 décennies après la commission du génocide, les besoins de justice, de réconciliation, de vérité, de guérison des traumas persistent. Sur le seul plan de la justice, on peut relever que le contentieux du génocide n'est pas clos, ni au Rwanda, ni à l'international. Au Rwanda, on peut relever que les jugements des tribunaux Gacaca n'ont pas été pleinement exécutés puisque des réparations pécuniaires allouées aux victimes ne sont pas encore advenues. On peut également noter que des procès en compétences dits universelles se tiennent notamment en Europe et principalement en Belgique et en France pour juger les auteurs présumés des crimes de génocide des ressortissants de ces pays. Ainsi, en ce moment même, au mois d'octobre, se tient le procès de M. Eugène Rwamatcho, en particulier pour des faits de génocide et crimes contre l'humanité. Il y a 5 ans, à l'occasion de la commémoration des 25 ans du génocide, RCN a organisé à Kigali une conférence internationale pour dresser le bilan de la justice liée au génocide. Donc pour cette commémoration, nous avons souhaité aborder un angle différent et nous interroger sur les racines historiques du génocide en abordant la question des violences coloniales et la construction coloniale des clivages et des identités ethniques. Pour nous, cette conférence s'inscrit dans un travail plus long de mémoire et de réflexion critique sur un passé complexe et ses ramifications actuelles. Et ce travail nous paraît indispensable afin de construire un avenir où à la fois justice, vérité et réconciliation peuvent se rejoindre. Pour ceux qui ne connaîtraient pas RCN, je voudrais préciser que notre organisation est intimement liée au génocide, puisque RCN est né au mois d'octobre 1994, quelques mois après la commission du génocide, afin de concourir, de contribuer à l'effort de justice et de réconciliation. Dès 1994, RCN a appuyé la restauration de l'appareil judiciaire et ensuite a également soutenu, appuyé les procédures d'aveu devant les juridictions Gacaca. Actuellement, nous soutenons plusieurs organisations de la société civile rwandaise afin d'assurer la couverture médiatique des procès en compétences universelles qui se tiennent en Belgique et en France, afin d'informer la population rwandaise, mais également sensibiliser dans les villages les communautés directement affectées par les faits de génocide qui sont visés par ces différentes affaires. Cette conférence s'inscrit aussi dans le cadre de notre programme en Belgique, qui est un programme de sensibilisation citoyenne et d'éducation. Ce programme traite tout ce qui concerne la prévention des conflits et les mécanismes menant aux violences de masse. Et ce programme vise notamment le milieu scolaire, les professionnels du droit et du secteur social, ainsi que le grand public, comme c'est le cas aujourd'hui. Je voudrais remercier nos différents intervenants de bien vouloir aujourd'hui partager leur expertise et débattre avec nous. Donc, il s'agit du docteur Dantes Singiza, du réalisateur Samuel Ishimwe et de notre modératrice Carole Caremera. Je voudrais remercier également la Fédération Wallonie-Bruxelles et principalement la direction Citoyenneté, Mémoire et Démocratie, ainsi que la coopération belge au développement pour leur appui financier, sans lequel nous ne saurions tenir cette conférence. Et un remerciement tout particulier à notre équipe du programme Belgique, Brune Mercier, Loredana Hélène et Noémie Martin, pour avoir conçu et organisé cette conférence. Et je laisse la parole à Carole. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, avant de présenter nos intervenants, je voudrais juste faire un bref rappel des faits. Nous sommes en 2024 et donc il y a à peu près 30 ans. Comme la plupart d'entre vous, vous le savez, entre le 7 avril et le 4 juillet 1994, le Rwanda vivait l'épisode le plus tragique de son histoire, c'est-à-dire un génocide. Donc en 3 mois, plus d'1 million de Tutsis rwandais, hommes, femmes, enfants, ont été massacrés dans ce que la communauté internationale reconnaît aujourd'hui comme le dernier génocide du XXe siècle. Juste pour contextualiser un tout petit peu, c'était un génocide et dont une barbarie africaine ou bien une explosion soudaine de haine, comme il a été dit dans de nombreux médias occidentaux à l'époque.
C'était bien un génocide, c'est-à-dire une extermination qui est planifiée, qui est annoncée, comme ce fut le cas pour les autres génocides du XXe siècle, celui des Arméniens et des Juifs. Les massacres au Rwanda, en 59, en 63, en 73, en 90, en 91, excusez-moi, en 92, en 93, en furent les signes précurseurs, mais malgré ces signes, il a fallu attendre plusieurs semaines avant que le mot génocide ne soit prononcé et accepté par la communauté internationale. Alors, première question, plutôt personnelle, c'est pourquoi son usage tardif fut si difficile et pourquoi un tel aveuglement. Donc cette année, le Rwanda célèbre sa 30e, pour la 30e fois, les commémorations du génocide contre les Tutsis. Ça s'est passé au Rwanda, ça s'est passé en Belgique, ça s'est passé dans plus d'une vingtaine de pays à travers le monde. Et au cours de ces cérémonies, on a pu se rendre compte du chemin effectué dans différents domaines, dont la justice. Le président, pas le président, parce que Madame la Présidente est ici, le directeur d'RCN en a parlé, dans les domaines de l'histoire, de la santé, de l'économie, de la culture, de la réconciliation. Donc, au cœur des réflexions qui ont été posées au Rwanda, se pose toujours la question de la vérité historique et de la transmission de cette histoire. Alors, comment fait-on pour transmettre, pour rendre intelligibles les mécanismes qui ont mené à ce crime contre l'humanité? C'est une question qui revient toujours, parce que l'idée d'un génocide, l'idée génocidaire, évidemment, ne naît pas et ne s'éteint pas avec un génocide. C'est la raison pour laquelle, je pense, nous sommes ici aujourd'hui. Donc, comment apprendre aux jeunes du monde entier, et je pense qu'il y a plusieurs intervenants ici et membres du public qui travaillent justement à la question de l'éducation, à la citoyenneté, de manière très, très concrète ici en Belgique. Donc, comment fait-on pour apprendre aux jeunes du monde entier, et pas uniquement au Rwanda, même si aujourd'hui, voilà, la majorité de la population du Rwanda est née après le génocide. Donc, comment fait-on pour leur apprendre comment reconnaître, comment analyser les origines d'un génocide, et à reconnaître surtout ses conséquences dans le présent, pour apprendre à bâtir un futur ensemble. Donc, pour être intelligible, la plupart des experts, comme ceux que nous avons ici aujourd'hui, rwandais et internationaux, ont marqué la nécessité d'inscrire cet événement tragique dans une histoire plus longue du Rwanda. Une histoire dont le fait colonial constitue une étape et un repère essentiel. Donc, afin de nous guider et d'enrichir les débats autour de la thématique, donc des violences coloniales au génocide perpétré contre les Tutsis, donc thématique qui nous a été proposée par l'équipe de RCN. Et j'en profite pour remercier tout le monde de nous avoir invités. Et voilà, maintenant j'ai le privilège et le plaisir, en fait, plus qu'un privilège encore, de vous présenter les deux intervenants qui ont accepté de partager leurs recherches, leur analyse et leurs questionnements avec nous, voilà, ce matin. Tout droit de Warem, même si ça ne se voit pas a priori, le docteur, donc Dantès Singiza. Voilà. Les biographies sont toujours des éléments très courts d'une vie intense d'une personne, mais je dois quand même passer par cet exercice-là, à moins que vous souhaitiez faire votre auto-louange, non? D'accord. Donc voilà, le docteur Dantès a été formé à l'Université nationale du Rwanda et à l'Université de Liège. Il est historien, donc docteur en histoire. Vous vous intéressez à l'histoire précoloniale, à l'histoire coloniale et postcoloniale du Rwanda, et notamment à la Deuxième Guerre mondiale dans ce pays, dans notre pays, ainsi qu'aux famines et aux crises alimentaires aussi qui l'ont éprouvé. Le génocide perpétré contre les Tutsis, l'historiographie rwandaise et les généalogies des lignages historiques du Rwanda figurent également parmi vos centres d'intérêt, on va en parler. Et entre 2019 et 2023, vous avez exercé en tant qu'historien archiviste au Musée royal de l'Afrique centrale, plus communément appelé le musée Africa Museum de Tervuren. Vous êtes actuellement collaborateur scientifique à l'Université de Liège et chercheur post-doctorant à l'Université de Gand. Voilà, donc ce n'est pas que Warem, ça va, Liège, Gand, beaucoup plus loin. Alors, Samuel Ishimwe, voilà, vous êtes né, vous avez grandi. J'ai dit que j'allais vous voyez, donc comme ça c'est un peu clair, même s'il est plus jeune que moi. En 2017, vous obtenez votre diplôme à la Haute École d'Art et de Design de Genève, donc en Suisse. Vous avez fait une spécialisation en cinéma et votre carrière cinématographique a débuté au Rwanda en 2010.
Après avoir fait quelques ateliers de cinéma, vous avez réalisé des courts-métrages, dont Imfola, que j'ai aussi adoré, qui a gagné aussi un prix à Berlin. Et vous avez travaillé aussi comme journaliste et photographe avant de vous consacrer entièrement au cinéma, ce qui est un risque quand même très grand. Donc le film dont je parlais, Imfola, a été présenté en avant-première au Festival international du film de Berlin et a remporté l'Ours d'argent du court-métrage. Et en 2024, vous avez co-réalisé le documentaire Reclaiming History, Colonial Roots of the Genocide, donc réclamer l'histoire, donc les racines coloniales du génocide, qui a été publié. Certains d'entre vous ont peut-être vu le lien en ligne, mais vous aurez l'occasion de voir quelques images et quelques extraits ici, qui examine les racines coloniales du génocide qui a été perpétré contre les Tutsis en 1994. Donc nous avons deux champs disciplinaires qui se rencontrent à un moment donné, on va le voir, l'histoire et les arts. Pardon, je m'appelle Carole Karemera, je suis artiste belgo-rwandaise, rwando-belge aussi. Et donc voilà, sur la question du génocide contre les Tutsis, j'ai eu l'occasion de travailler avec notamment des Belges ici, le groupe OV, à la création d'un spectacle qui s'appelait Rwanda 94, et au film de Raoul Peck qui s'appelle Chaque année en avril. Ce sont des espaces communs. Alors, on va aborder plusieurs questions au cours de cet échange. Évidemment, on espère vos questions, beaucoup, à la fin des premières présentations. Je vais d'abord demander à vous, docteur Dantès, si vous voulez bien, en tant qu'historien, je sais que vous travaillez de manière très intensive et structurée à l'analyse des faits. On verra à quel moment le champ de l'imaginaire intervient plus tard. Est-ce que vous pourriez d'abord nous éclairer sur à quel moment et à quel endroit, en fait, l'histoire de la Belgique politique et l'histoire du Rwanda se sont rencontrées? Évidemment, on va aborder la question du passé colonial et éventuellement, est-ce que vous pourriez aussi nous éclairer sur ce qu'on nomme les violences ordinaires au cours de la période coloniale également? Bonjour. En fait, en 1916, la Belgique, à travers ses troupes coloniales qui étaient basées au Congo, entre en contact avec le Rwanda et ces troupes vont occuper le Rwanda. Et c'est à ce moment-là que ce contact est noué et cette occupation donc, va évoluer au cours des années pour être un mandat belge, donc un régime d'administration coloniale, mais au profit, soit sous mandat de l'ONU, donc en 1924, et puis à partir de 1945, là alors la Belgique va être la puissance tutélaire du Rwanda, donc elle aura la mission que l'ONU va lui accorder de diriger le Rwanda, de l'administrer vers son indépendance. Et cette indépendance aura lieu en 1962. Mais déjà dès le départ, dès 1916, il y aura des violences qui vont marquer les relations entre les autorités belges et les Rwandais et la population rwandaise. Et ces violences se justifiaient par le fait que justement c'était une occupation qui n'était pas voulue, les Rwandais ne l'avaient pas sollicitée. Et les autorités belges devaient aussi amener les Rwandais à accepter leur présence déjà et à accepter que les Rwandais soient dirigés donc par ces étrangers, donc ces fonctionnaires belges. Et cette violence aussi devait conduire les Rwandais à exécuter, donc à adhérer à l'activité coloniale, à exécuter tout un tas de tâches prédéfinies par le fonctionnaire colonial. Et ces tâches sont notamment, par exemple, les travaux forcés, comme la construction des routes pour faciliter la communication entre les territoires ou bien entre les entités administratives qu'on va appeler les chefferies ou bien les sous-chefferies. Et ces travaux, je l'ai dit dans l'expression, les travaux forcés, n'étaient pas... les Rwandais
n'étaient pas volontaires, ne se portaient pas volontaires pour aller travailler sous le soleil, parfois même sans nourriture et sans rémunération aussi, sans des petites pauses, sans des moments de pause. Et pour arriver à contraindre les Rwandais donc, à exécuter ces tas de travaux, l'administration belge a prévu tout un tas d'instruments ou bien d'outils, dont notamment la chicote, pour ceux qui essaient de résister, ou bien les amendes, ou la prison. La prison, par exemple, je ne sais pas si sur la deuxième photo, on peut voir des gens enchaînés avec une marque sur la blouse de l'une des personnes de SP, donc les initiales de servitude pénale ou l'expression qui était une sorte d'euphémisme de prison, en fait, pour ceux qui essaient de se soustraire à ces travaux forcés. Il n'y a pas que cette forme de violence physique, il y avait aussi une violence verbale, une violence donc, qui passait par les insultes racistes, des expressions sales, nègres étaient courants, ou bien des insultes déshumanisantes et animalisantes, comme sale macaque. Et il y avait aussi une sorte de violence psychologique qui était pratiquée sur les Rwandais, notamment l'agent territorial ou bien le fonctionnaire et l'administrateur territorial exerçait une sorte de pression psychologique sur les Rwandais en leur disant soit d'exécuter ces travaux forcés sous peine de payer des amendes ou bien sous peine d'être fouetté ou emprisonné, giflé, etc. Et c'est toute cette violence qui était donc exécutée sous l'instigation du fonctionnaire mandataire ou bien tutélaire belge, mais avec l'aide de ses auxiliaires rwandais, formés, sélectionnés, choisis pour assister l'administration belge dans la gouvernance du Rwanda. Donc là, on a abordé déjà la question des violences physiques et de la violence verbale et psychologique, donc, qui a été mise en place à partir de 1816. Pour rappel... 1916. 1916, pardon. Oui. Pardon. Pour rappel, cette année, nous fêtons aussi le 140e anniversaire de la conférence de Berlin. L'anniversaire, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, ça fait 140 ans que les pays, notamment le Rwanda, est devenu allemand lorsque, au cours de la conférence, ce découpage a eu lieu. Donc, pour parler aussi de la courte présence, qu'on abordera aussi plus tard, des Allemands au Rwanda. Les violences s'accompagnent quand même de stratégies. Voilà, vous l'avez dit plus tard, de stratégies pour soumettre la population rwandaise et ses mécanismes, enfin ses leaders de l'époque, parce qu'on oublie souvent de dire qu'il y a un fonctionnement au niveau politique, social, économique et culturel qui précède l'arrivée des Européens. Dans la plupart des pays d'Afrique, et le Rwanda aussi n'est pas une exception à ce niveau-là. Donc, est-ce que vous pourriez aussi nous parler des différentes stratégies que les dirigeants belges de l'époque et de leur mandat ont mis en place pour déstructurer ou restructurer à leur manière la société rwandaise? Oui. Je vais commencer par souligner que, donc, avant même la colonisation allemande qui débute en 1897, qui s'étale jusqu'à 1916, il y avait donc au Rwanda des institutions politiques bien établies, chapeautées au sommet par le roi, ou bien Umwami en Kinyarwanda, assisté par sa reine-mère, Umugabe Kazi, les deux conseillers par un collège de gardiens du code ésotérique. Et puis, il y avait en dessous d'eux des chefs, donc une sorte de triptyque de chefs qui y assistaient le monarque rwandais dans l'administration du pays, donc le chef du sol qui s'occupait de l'agriculture, le chef des pâturages qui s'occupait de l'élevage, et puis le chef des armées qui dirigeait la milice locale dans les 24 districts du pays d'alors. Et ces chefs, tout comme ces guerriers qui faisaient partie de la milice locale, étaient formés dans des écoles
pas des écoles de conception occidentale, mais plutôt dans des écoles, on va dire, rwandaises ou bien traditionnelles, appelées Itorero. Et c'est là qu'ils apprenaient le vivre ensemble, l'éloquence, l'art militaire, etc. Il en était de même aussi des femmes qui étaient formées dans des écoles parallèles, mais attachées soit aux cours des chefs ou bien à la cour royale du Rwanda. Et il faut souligner qu'à ce moment-là aussi, les Rwandais faisaient partie de 18 clans. Et dans ces 18 clans, ils se répartissaient en près de 1400 lignages. Cela veut dire que les lignages, c'est en fait un ensemble de populations de gens qui descendent d'un ancêtre historique connu et qui disposent d'une organisation interne, qui disposent d'un chef connu et qui respectent les mêmes interdits, enfin, qui se reconnaissent aussi entre eux. Et puis, le clan, c'est beaucoup plus étendu alors, et le clan aussi dispose des interdits, mais sans toutefois disposer de chef. Et à côté de cela, les Rwandais aussi faisaient partie de 3 classes sociales qui étaient à ce moment-là mobiles, donc à savoir les Hutus, les Tutsis et les Twa. Et les gens, les Rwandais, passaient d'une classe à une autre suivant les circonstances de la vie, soit suivant qu'ils avaient plus de bétail, plus de charges politiques, ou bien qu'ils avaient moins de bétail et moins de charges politiques, ou selon qu'ils exerçaient une autre activité éloignée donc de l'exercice du pouvoir. À côté de cela, donc, il faut souligner aussi que tous les Rwandais qui faisaient partie de 18 clans ou bien de tous les lignages ou bien de toutes les classes sociales, voire même de tous les genres, participaient à l'exercice du pouvoir. Cela veut dire que les hommes, tout comme les femmes, étaient des chefs. Cela aussi veut dire que des Hutus, des Tutsis et des Twa étaient aussi des chefs et qu'ils étaient aussi formés dans les mêmes écoles Itorero. Et puis, au contact, là je vais aller donc beaucoup plus vite, au contact de l'administration belge, surtout à partir du moment où le mandat belge va commencer, donc en 1924, et là, il y aura des changements. Et ce sont des changements qui étaient inspirés par des idées de l'inégalité des races humaines, par exemple comme des idées diffusées par le comte Arthur de Gobineau, notamment dans son essai sur l'inégalité des races humaines, des idées qui étaient en vogue au XIXe siècle en Europe, à la fin donc, du XIXe siècle en Europe, mais qui ont aussi été transportées, importées au Rwanda et appliquées localement, soit en établissant des différences entre les Rwandais, non pas sur base de leur appartenance clanique, mais plutôt sur base de leur appartenance sociale, donc à partir de leur classe sociale. Et là, que ce soit les fonctionnaires coloniaux ou bien les missionnaires occidentaux qui étaient là, ou des scientifiques occidentaux, tous ces gens-là, ils vont établir une sorte de classification des Rwandais, ils vont établir des différences entre ces classes sociales et ils vont aussi s'essayer à hiérarchiser ces classes sociales, donc sur base de ces études. Et à chaque fois aussi dans ces études, on remarquera que par exemple à la fin, donc il y a tout un tas d'études, mais aussi inspirées par des études belges comme les origines des Wallons et des Flamands. Et à la fin donc, de chaque étude, on remarquera qu'il y aura des planches, des photos, pour bien distinguer soit les Wallons et les Flamands, les Hutus et les Tutsis, en disant que ça c'est un crâne de Flamand et un crâne de Wallon. Bon.
etc. Ou bien que les dents des Hutus étaient différentes des dents des Tutsis. Et puis, selon cette hiérarchisation, les Tutsis vont commencer à être considérés comme beaucoup plus supérieurs aux autres parties de la population rwandaise, donc ils vont être considérés comme supérieurs aux Hutus et aux Twa. Et suivant cette hiérarchisation, donc à partir de 1926, tous les chefs Hutus et Twa qui étaient en fonction au Rwanda vont être destitués et ils vont être remplacés uniquement par des chefs Tutsis. Et là, c'est selon aussi des clichés qui étaient, soit des clichés qui étaient en vogue aussi au Rwanda, mais aussi des clichés qui étaient véhiculés par ces scientifiques, des clichés selon lesquels, donc, soit les Tutsis étaient plus intelligents, ou bien apparentés aux hommes blancs, comme on le disait, ou bien, comme le dit aussi Monseigneur Classe, dont on parle souvent, que ce qu'il écrivait, donc il écrivait qu'ils étaient des chefs nés, qu'ils avaient le sens inné du commandement, alors que l'administration, par exemple, l'administration belge souligne dans son rapport de 1927 que les Hutus étaient inaptes au commandement et que donc ils devaient être écartés du pouvoir. Et cela aussi se manifeste dans la correspondance de cette époque, comme cette lettre de 1928, où le délégué du résident du Rwanda va recommander aux résidents de remplacer un chef Hutu qui exerçait son pouvoir donc dans le territoire d'Onyanza, dans la chefferie du Busanza, de le remplacer par un chef Tutsi, suivant le seul critère que le Tutsi était plus intelligent que le Hutu. Et puis, donc, ces classes sociales vont plus tard, donc leur mobilité, la mobilité qui existait avant va être interrompue et elles vont devenir des ethnies. Et cette fixation de classe et ce changement de classe sociale en ethnie va s'opérer par un instrument administratif, donc par l'instauration d'une carte d'identité qui va être établie à partir de 1930, où l'appartenance sociale, bon, maintenant ethnique, ethnique à partir donc, de 1930, va être relevée, indiquée dans les livrets d'identité, notamment à la page 2, comme on peut le voir au-dessus, selon que soit la personne était Hutu, Tutsi et Twa. Et depuis 1930, il n'était plus possible aux Rwandais de passer d'une classe à une autre. Et donc, on essaie soit Tutsi, on mourrait Tutsi, on essaie Hutu, on mourrait Hutu, etc. Mais cela aussi avait des implications administratives et économiques. Ce livret avait été donc instauré pour contrôler le paiement, par exemple, d'impôts. Là, on savait que si la personne avait été marquée comme Tutsi, qu'elle devait payer, et si elle avait plus de 5 bétails, elle devait payer l'impôt de gros bétail qui évoluait d'année en année, et suivant le nombre aussi de bétail. Et si la personne était marquée comme Hutu dans son livret d'identité, cette personne était recrutable, devait être recrutée pour exercer les travaux forcés, pour aussi exercer ce qu'on appelait alors les cultures vivrières obligatoires. C'était des cultures, la patate douce ou du manioc, ou bien même l'assainissement des marais, soit par leur drainage. Et ces travaux s'exerçaient au début pendant 2 jours sur toute une semaine, ou plus tard, après la Deuxième Guerre mondiale, ce sera sur 1 jour par semaine. Voilà. Je pense qu'effectivement, cette étape dans la relation et dans la fixation, on a figé, je pense qu'il est important de rappeler, vous l'avez fait aussi, qu'au moment de l'arrivée des Belges au Rwanda, en tout cas dans la sous-région,
l'Europe s'entend grâce au siècle des Lumières et à ces pseudo-théories scientifiques sur la hiérarchisation des races qui placent évidemment le noir au plus bas de l'échelle de l'humanité, à proximité du monde animal. C'était courant, cette interprétation-là, et considérée comme une science, comme vous l'avez montré aussi. Et donc c'est sur base aussi de ces écrits qu'en arrivant au Rwanda, cette théorie raciste est arrivée parce qu'il était pratiquement impossible pour les dirigeants de l'époque d'imaginer qu'une société puisse être organisée, comme vous l'avez précisé, organisation du sol, organisation des cultures, organisation de l'éducation, organisation sociale. Et donc, cette fameuse théorie hamite de l'époque a fait des dégâts au niveau du Rwanda, où les gens se sont dit ça ne peut pas être des nègres, ils doivent venir quelque part d'un petit peu plus proche des Blancs. Et donc, la théorie hamite est née à ce moment-là. Pour un tout petit rappel, pour ceux qui ne le connaisseraient pas, peut-être, c'est, vous vous rappelez de Noé, le déluge, les animaux. Voilà, donc à un moment donné, voilà, Noé s'endort, comme ça a été souvent raconté, ivre et nu. Un de ses fils le voit, le rapporte à ses frères. Noé, fou de rage, bannit un de ses fils, Cham, qui est condamné à servir ses frères. Donc c'est un récit aussi biblique. Je pense que c'est aussi important parce qu'on va revenir aussi sur l'articulation des pouvoirs au moment de la colonisation entre les pères blancs et l'État belge, et comment est-ce que, d'un commun accord, ils se sont entendus pour diffuser ces théories racistes et figer de manière permanente ces identités qui, au départ, étaient claniques et qui sont devenues ethniques. Et je pense que c'est très important aussi de rappeler que les Rwandais ne se définissaient pas comme ethnie. On va en parler justement avec le film de Samuel aussi, mais appartenaient à des clans. 18 clans à l'époque, et dans chacun des clans, on retrouvait toutes les classes sociales du Rwanda. Et ça, c'est très important parce que le passé a... voilà, malheureusement, c'est répandu dans le présent. On va arriver plus tard sur l'impact de ces décisions au moment de la colonisation et l'impact violent qu'il a eu sur l'histoire contemporaine du Rwanda. Autre chose aussi, comme vous le dites aussi, tous les Rwandais participaient à l'exercice du pouvoir. Et ça, c'est une chose importante aussi dans l'organisation d'un pays, de se dire qu'à un moment donné, parce que l'administration de l'époque décidait qu'une partie des Rwandais n'était pas originaire du Rwanda et devait appartenir à une autre population plus proche de la population caucasienne, ils ont réorganisé les pouvoirs. C'est important parce que entre la participation, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui démocratique, même si c'est contestable en Europe aujourd'hui, tous les Rwandais avaient le droit de participer au pouvoir. La façon dont on a figé, dont on a réorganisé le pouvoir aussi, participe aussi à la fracture et à la déstructuration aussi du Rwanda de l'époque. Si vous le permettez, je vais introduire Samuel. Quelques secondes, on va continuer. Donc, Samuel, vous êtes né au Rwanda. Vous avez vécu au Rwanda jusqu'à vos études, etc. Vous avez survécu au génocide, ce qui n'est pas le cas de vos parents. Et vous avez décidé de réaliser un film très important, je crois, pour l'histoire, pas pour l'histoire du Rwanda seulement, mais pour l'histoire de l'Europe. Et vous avez remonté le courant, comme on dit, de l'histoire. Vous avez commencé par la fin, c'est-à-dire que votre film commence au moment où vous êtes à l'endroit où vos parents, à la parcelle, comme on disait à l'époque, la parcelle de vos parents, là où les dépouilles de vos parents ont été trouvées. Elles sont maintenant au musée, musée au mémorial du génocide à Gisozi. Et vous cherchez à comprendre l'origine de ces identités meurtrières et pourquoi est-ce que de nombreux parents ont été tués à l'époque du Rwanda. Donc je voulais savoir comment, pour vous, cette réflexion a commencé. Qu'est-ce qui, en tant que jeune Rwandais né, vous aviez 9 ans 2 ans. Pendant le génocide? Oui, 2 ans. Pardon, c'est encore plus petit. Voilà, 2 ans. Désolée pour le calcul. C'était ma force, ça ne l'est plus. À quel endroit, à quel moment, dans les discussions, dans les rencontres avec les autres jeunes qui ont survécu au génocide ou en observant la société rwandaise, vous vous êtes dit qu'il fallait enclencher cette réflexion sur ces identités que vous qualifiez de meurtrières. Mais pour vous introduire, comme c'est un cinéaste, on en profite, je vais demander à Noémie s'il est possible de voir un extrait
du film de Samuel, Reclaiming History. Samuel, je reviens avec la même question. Comment est-ce que, aujourd'hui, jeunes Rwandais, survivants du génocide, vous décidez de remonter la ligne du temps pour comprendre ce qui s'est passé quand vous aviez 2 ans? Qu'est-ce qui a motivé cette réflexion? Est-ce qu'il y a des questions que vous avez posées auxquelles peut-être les gens autour de vous n'avaient pas de réponse ou ne voulaient pas répondre? Comment est-ce que tout le travail s'est enclenché, cette réflexion autour des identités? Oui, merci. La question d'identité, c'est une question que je me suis posée déjà très très jeune, je dirais quand j'avais déjà 10-12 ans, parce que c'est vrai que, comme vous l'avez dit, j'ai survécu au génocide quand j'avais 2 ans, donc j'ai perdu mes parents, une très grande partie de ma famille, mais dans ma tête, quand j'étais petit, je ne savais pas vraiment pourquoi ils ont été tués. Moi, dans ma tête d'enfant, je pensais qu'il y avait des méchants, des miliciens, des méchants qui tuaient tout le monde. Je ne savais pas que ça avait un caractère génocidé ou raciste, des choses comme ça. De toute façon, au Rwanda, comme vous le savez bien, les parents n'aiment pas parler des choses sensibles aux enfants, mais c'est quelque chose, et je me rappelle un jour, quand j'avais environ 8 ou 9 ans, je me rappelle vraiment un jour où j'étais chez des tantes et qui m'ont demandé, est-ce que Samuel, tu sais pourquoi tes parents ont été tués? Ils discutaient entre eux, puis ils m'ont posé la question, je ne sais pas, et je me rappelle qu'il y avait quelqu'un qui était assis à côté de moi, un cousin plus âgé, et qui m'a un peu dans l'oreille, m'a dit, il faut dire que c'est les Hutus qui tuaient les Tutsis. Et je me rappelle qu'à ce moment, j'ai senti qu'il disait quelque chose de pas correct. Mais tout ça pour dire que quand même, je pense que c'est une question qui obsède beaucoup de gens de mon âge, des gens qui ont vécu le génocide, mais qui n'ont pas de mémoire. Parce que le génocide, je l'ai vécu, mais je ne me rappelle pas d'avant même de ce qui s'est passé. Donc toute ma mémoire commence après le génocide. Donc c'est une histoire qui m'affecte, mais que je ne connais pas pratiquement beaucoup de choses. Donc depuis que j'ai commencé l'école secondaire, c'est devenu une obsession en fait. Comment dire, une obsession de comprendre pourquoi les gens ont tué les autres. Donc quand j'étais déjà au secondaire, j'ai commencé beaucoup à lire. Et quand j'étais à l'école secondaire, c'est aussi où j'ai découvert aussi ces identités Hutu Tutsi. Parce que moi, à la maison, personne ne m'avait dit qu'il y a des Hutus, il y a des Tutsis. Moi, je connaissais rien de tout ça. C'est quand je suis arrivé à l'école secondaire que, en fait, il y a des amis qui me disaient, eux, c'est des Hutus, eux, c'est des Tutsis. Il dit, ah bon, comment tu sais? Il dit, il faut regarder le nez. Donc, c'est tout ça pour dire que c'est devenu donc c'est pas une identité qui est assez solide, on va dire. Je savais bien que j'étais rwandais ou si quelqu'un est congolais ou quelqu'un est burundais, c'est assez clair. C'est pas quelque chose qu'on doit t'apprendre, dire ouais, en fait tu es rwandais, il faut. Donc je me rappelle quand j'étais à l'école en internat que voilà, il y avait bien sûr c'était une période aussi où je veux dire les plaies traumatique du génocide était très très présent. Moi, j'étais parmi les jeunes, mais il y avait beaucoup de nos grands frères qui avaient vécu le génocide, avaient 10 ans, 12 ans pendant le génocide, même il y en avait des plus âgés. Donc, dans cette communauté de l'école, où tu arrives à l'école, tu rencontres beaucoup d'autres gens qui viennent de tous les coins du monde. Là, tu commences à comprendre, en fait, nous on est des Tutsis, eux, c'est des Hutus, nous, on est des rescapés. Donc, je commençais à comprendre tous ces... Mais quand même, ça ne faisait pas beaucoup de sens. Et c'est une obsession de comprendre ces identités que j'ai eues depuis cet âge-là et qui continue même aujourd'hui. Je n'ai pas encore tout compris pour dire. Donc, ce film-là est le fruit de cette obsession de comprendre, en fait, pourquoi ces identités qui ne sont pas vraiment solides sont devenues bien ancrées dans notre imaginaire, dans notre vécu, et jusqu'au point d'un génocide. Et dans le film, ceux qui l'ont vu, je commence par questionner les gens de ma famille, mes oncles, mes tantes, qui me disent qu'eux-mêmes, ils ne savaient pas qu'ils étaient Hutus ou Tutsis. Que c'est en fait, à leur époque, quand ils allaient à l'école, on disait, il faut que toi tu rentres et tu demandes ce que tu es, si tu es Hutu ou tu es Tutsi. En fait, ils m'ont dit qu'il y en a des autres très marrants, c'est que quand ils disaient les Tutsis debout,
beaucoup de gens se mettaient debout avec leurs amis. Parce que voilà, moi je vais être comme lui. Si Dante c'est mon ami, moi tu vois. Donc, et qu'on disait, non, rentrez chez vous et allez demander à vos parents ce que vous êtes. Donc ils rentraient, ils disaient, est-ce que papa, est-ce que nous sommes quoi? Ils disaient, oh, t'es Tutsi. Voilà. Et de ce moment-là, ça devenait, il y avait des conséquences si tu étais Hutu et Tutsi. Donc tout ça pour dire que cette questionnement de comment est-ce qu'on est devenu Tutsi, parce qu'on devient Tutsi, on n'est pas Tutsi ou Hutu, c'est pas une identité solide qu'on peut dire les Tutsis font ça, les Hutus font ça. Un Tutsi du Burundi, un Tutsi du Rwanda, un Tutsi du Rwanda a tout en commun avec un Hutu du Rwanda qu'un Tutsi du Rwanda a en commun avec un Tutsi du Burundi ou du Congo. Tout ça, donc c'est la question. Donc le film voulait se centrer principalement sur la question de l'identité, la création d'une identité, et pourquoi on crée une identité, et pourquoi on tient à bien ancrer cette identité dans la tête des gens, à quel intérêt. Et donc, vous avez évoqué que j'ai commencé par ma propre histoire. C'est parce que c'est comme ça que cette réflexion est arrivée, c'est de comprendre pourquoi j'ai perdu mes parents, pourquoi les gens ont été tués, que j'ai questionné cette question de Hutu et de Tutsi. Et donc, voilà, c'est pour raconter un peu la genèse du projet, de ce questionnement. Je pense que c'est, en tout cas pour nous, pour ma génération aussi, parce que moi j'appartiens à la génération des gens qui, à mon âge, c'est la majorité des gens qui ont quand même commis le génocide au Rwanda. Ces questions-là sont toujours en suspens. Elles sont toujours difficiles à comprendre. Comme vous le dites si bien, ce sont des générations qui aujourd'hui sont des identités qui ont été meurtrières, qui ont un héritage non souhaité et même encore une identité qui était difficile à comprendre même pour les gens de l'époque. Et je pense que ça, c'est très important de comprendre qu'à l'époque, comme on dit au moment de la carte d'identité, les gens se demandaient pourquoi je dois indiquer et qui je suis, etc. Les gens ne s'identifiaient pas, ne se définissaient pas, ne se projetaient pas, ne se regardaient pas comme Hutu, Tutsi ou quoi à l'époque. Mais pour reprendre le fil de l'histoire, parce que c'est ça aussi qui est intéressant dans le fait de vous avoir tous les deux ici, c'est qu'il y a la manière aussi chronologique d'arpenter les collines et l'histoire du Rwanda, et puis alors ensuite arriver avec aujourd'hui. Pourquoi est-ce que ces identités-là, pourquoi est-ce que ces violences-là opérées à l'époque de la colonisation belge, comment est-ce que ces identités ont été fixées par la violence, mais pas seulement par la violence. On a vu dans votre film des textes et des lettres des administrateurs, des régents de la Belgique à l'époque qui étaient en charge du mandat au Rwanda et qui réorganisaient aussi l'administration rwandaise. Pourquoi ? Cette réorganisation, c'était justement pour administrer le pays, donc le coloniser, mais aussi pour arriver à l'exploiter. On ne peut pas parler de colonisation s'il n'y a pas d'exploitation économique pour l'exploiter donc économiquement, même si dans les textes, c'était la mise en valeur de notre économie, ou bien le développement ou la civilisation, l'apport de la civilisation au peuple resté dans les ténèbres. Voilà. Donc c'était pour occuper ce pays et le coloniser et l'administrer. Et plus tard, au moment de la décolonisation, ce sera alors question de maintenir cette influence dans l'ancienne Afrique coloniale belge. Et donc, aussi garder cette zone d'influence et rester en quelque sorte de parrain de ces peuples anciennement colonisés. La question de l'éducation aussi, elle se pose aujourd'hui aussi au Rwanda. Elle se pose, je crois, aussi en Belgique sur le passé colonial et aussi la responsabilité
de la Belgique dans l'organisation du génocide en 1994. Comment est-ce qu'à l'époque, aussi en termes d'éducation, comment les choses se sont traduites, comment l'éducation s'est organisée? Parce qu'on parle de stratégies multiples, donc la réorganisation de l'administration en est une, mais aussi de l'éducation. Donc comment est-ce qu'à l'époque, en termes d'éducation, les choses se sont inscrites, ont été rédigées et surtout ont été diffusées auprès de la population rwandaise pour qu'elle intègre ce phénomène identitaire? Cette éducation, comme je l'ai relevé, qu'il existait avant la colonisation des écoles traditionnelles Itorero, ces écoles vont être supprimées à partir de 1924. Mais aussi, il y aura une instauration des écoles de type occidental et des écoles où les Rwandais vont, surtout certaines sections de ces écoles, vont être réservées à une certaine partie de la population, soit aux personnes appartenant à la classe sociale des Tutsis, soi-disant pour faciliter, pour former au fait des auxiliaires de la colonisation. Et au sein de ces écoles, créées et subsidiées par l'administration belge, seront diffusées des théories, ces théories-là que nous avons vues, ces théories donc de l'inégalité de ces groupes, ces théories de division, donc de l'existence des divisions entre les Rwandais et surtout de leurs inégalités. Et ces idées-là, curieusement, les Rwandais vont les intégrer et vont commencer à se reconnaître dans ces trois groupes plutôt que de se distancier et de nuancer à partir de leur propre histoire familiale ou bien régionale. Ils ne vont plus beaucoup plus se reconnaître dans les clans ou dans les lignages. Ils vont commencer à se reconnaître dans les classes sociales, donc dans les trois ethnies. Et le sommet va aussi être que c'est même la haute structure du pays va tomber dans le même piège. Et ce n'est que plus tard, à partir de 1957, que cette haute structure du pays, donc le Conseil supérieur du pays représenté par le roi et les chefs, vont réclamer la suppression des mentions ethniques dans les livrets d'identité et vont réclamer aussi que l'éducation et surtout la section administrative soit accessible à tous les Rwandais malgré leur appartenance ethnique. Mais c'était trop tard. C'était vraiment trop tard. Déjà, le poison était dans le corps, était dans le tissu social des Rwandais. En 1957, l'administration tutélaire belge préparait déjà l'après-colonisation, préparait une élite qui devait lui être dévouée, une élite qui lui était favorable, qui n'était pas contestataire comme l'élite qui était à ce moment-là, l'élite politique qui était à ce moment-là en place. Parce que cette élite qui exerçait le pouvoir, qui était donc au pouvoir, commençait à réclamer l'autonomie et elle commençait à montrer des signes qu'elle risquait d'échapper au contrôle de la Belgique, du gouvernement belge. Et surtout qu'il y avait déjà un début de contact des Rwandais avec notamment des mouvements nationalistes, indépendantistes africains, des contacts avec des gens comme Julius Nyerere, des gens comme Rwagasore. Il y avait ces petits contacts qui commençaient à se nouer. Et cela a inquiété l'administration tutélaire qui craignait de perdre le contrôle donc, du Rwanda, du Burundi et du Congo également. Et donc ce sont aussi des années charnières 57-59 où l'État belge, en tout cas, à ce moment-là, décide d'inverser. Oui. D'inverser son soutien afin de ne pas perdre justement complètement la mainmise sur le Rwanda-Urundi, comme on l'appelle à l'époque. Et comment vont-ils opérer ce changement? Ce changement va s'opérer comme en 1926-38, ça va s'opérer par la destitution des chefs Tutsis qui vont être remplacés alors là par
des chefs Hutus. Et cela est aussi visible dans la correspondance de cette époque où vraiment, comme dans cette lettre où l'administrateur donc, du territoire de Kigali, Julien Nissens, recommande au résident spécial du Rwanda, le colonel Guy Logiste, de remplacer un chef Tutsi, donc un sous-chef Tutsi par un sous-chef Hutu, juste parce que, soit selon qu'il commençait à considérer que les Hutus étaient donc favorables à l'administration belge, mais qu'il y avait une sorte de création de zones, soi-disant des zones Hutus du pays et des zones Tutsi. Mais cela débute un peu plus tôt, donc en 1959, lors des violences physiques, donc caractérisées par les massacres, mais aussi les déportations des Tutsis, donc par exemple des Tutsis du Ufundu, les Tutsis du... Donc, quand je parle du Ufundu, c'est l'actuel district de Nyamagabe, donc du sud-ouest du Rwanda, du nord-ouest du Rwanda, du nord du Rwanda. Ces déportations des Tutsis, depuis ces zones-là, vers une zone insalubre située au sud-est du Rwanda. Et donc, cette zone qui correspond au district de Bugesera, même c'est le nom qui est resté, oui. Et puis, en 1959, il n'y a pas que... Bon, il y a ces remplacements de chefs Tutsi par les chefs Hutus, mais l'administration va aussi encourager les Hutus à postuler aux fonctions politiques, aux fonctions économiques, et les Tutsis qui ne comprenaient pas encore ce qui était en train de se dérouler à ce moment-là, vont aussi postuler à ces emplois et leurs candidatures vont être rejetées et les candidatures des Hutus vont être retenues. Et parfois même, on rencontre dans les archives, par exemple, comme cette lettre, où une personne qui n'avait même pas mentionné son appartenance ethnique, l'administrateur va passer à côté et va marquer au-dessus de la lettre son appartenance ethnique et déjà rejeter sa candidature selon le critère qu'il était dangereux. C'est un cliché, donc ce cliché-là de dangerosité révoltée, c'est un cliché qui va poursuivre les Tutsis depuis les années 50 jusqu'à l'époque actuelle. Oui, ce cliché revient souvent, même sur les réseaux sociaux, etc. Et puis, pour les personnes qui appartenaient au groupe des Hutus, certains vont s'arranger pour ajouter cette appartenance, soit en marge ou en dessous de leur lettre, ou s'ils ne le faisaient pas, comme ça se remarque dans les archives, ou s'ils ne le faisaient pas, l'administrateur ou bien l'agent territorial, ou voire même l'abbé, le prêtre local, ajouter cette appartenance en marge pour souligner, et parfois c'est même, personnellement j'ai été très étonné de découvrir certaines personnes, donc certains prêtres, qui avaient ajouté celui-ci est un des nôtres. C'est un Hutu, c'est un des nôtres, il faut lui donner l'emploi. Oui. Comme cette lettre où le candidat s'est arrangé pour vraiment souligner, bien le relever en majuscule qu'il était Hutu. Voilà. Si je peux. Oui, bien je sûr. voulais juste rajouter sur cette période quand même des années 50. Je trouve que c'est une période quand même très très importante parce que c'était à une époque où il pouvait y avoir un changement qui allait nous épargner du génocide après. Parce que, et c'est souvent toujours le problème, même aujourd'hui, de réduire toujours le problème des Rwandais d'un conflit Hutu-Tutsi, qui n'existe pas vraiment. Il y a tous des problèmes politiques, mais les gens aiment se servir de ce Hutu-Tutsi parce que c'est binaire, ça fait voilà, les uns contre les autres, donc ça simplifie. Là. Et c'est très dangereux ce truc. Et je voulais revenir à ces années 50 parce que à ce moment-là, c'est bien sûr, comme l'a mentionné Dr Dantel, c'est qu'il y avait bien sûr des mouvements indépendistes qui n'étaient pas forcément Tutsi, tout simplement. Par exemple, le leader du parti du roi, l'UNAR, qui était un parti nationaliste royaliste, le leader qui était un mec farouche, hein, qui était un vrai combattant contre les colons,
était un Hutu, un Rutsheba. Joseph. On disait Joseph Rutsheba, qui venait même on disait qu'il était un Mushi aussi, qui n'était même pas vraiment du Rwanda. Mais c'était quelqu'un qui avait servi le roi Musinga, qui était un royaliste, mais aussi un nationaliste. Mais il était Hutu. Et il était à la tête de ce parti, et même après, bien sûr, en 1959, il y a eu la soi-disant révolution, qu'il y avait eu après les réfugiés qui attaquaient le nouveau République, et ce mec-là, Rutsheba, était à la tête de ces attaques. Mais on disait que c'est les Tutsis qui attaquent. Alors que non, il n'y avait pas que des Tutsis, c'était des Tutsis et des Hutus, mais qui étaient nationalistes. Voilà, c'est une conviction politique, ce n'est pas un problème. Mais quand on réduit ça à une question d'ethnie, ça devient un problème. Et en même temps, il y avait des Tutsis aussi qui étaient républicains, on va dire, qui voulaient que, voilà, nous, on veut qu'il y ait plus la monarchie, on veut qu'il y ait une république. Donc il y avait des Tutsis qui, j'ai oublié, il y a un nom d'un prêtre dont j'ai oublié le nom, qui était Tutsi, mais qui était dans l'une des parties, je pense, c'est le Rader, voilà, qui était Tutsi, mais qui était pour dire que les gens avaient des idées politiques différentes, qui n'avaient rien à voir avec ce truc de Hutu-Tutsi. Mais ce discours de dire que c'est les Tutsis qui ont contre les Hutus, c'était avantageux pour les Belges qui voulaient bien sûr dire nous, on est pour la majorité, parce que voilà, si on dit c'est une minorité Tutsi qui veut dominer une majorité Hutu, c'est le même mot qui est utilisé, Imbaga Nyamwinshi, la grande majorité. Donc c'est plus compréhensible, voilà. En même temps, il y avait bien sûr des opportunistes Hutus aussi, comme Kayibanda, qui est devenu président, qui était un opportuniste, parce que lui, il avait une femme Tutsi. Quand vous voyez des choses qu'il dit sur les Tutsis, et qui dit nous les Hutus, nous devons nous unir, nous sommes des petits peuples, nous sommes petits de taille comme les Chinois, il dit des choses vraiment, dire nous on est deux peuples différents, nous devons nous battre contre alors qu'il était marié à une Tutsi, donc comme tous les grands, tous les élites Hutus de l'époque, ils avaient tous des femmes Tutsi. Donc pour dire que ce n'étaient pas des gens qui croyaient vraiment qu'elle était, c'était un opportunisme politique qui existait même pendant le génocide, parce que les gens disaient, voilà, si nous, comme Habyarimana, il y avait une guerre, quand le FPR avait fait la guerre, qu'il y avait beaucoup de partis politiques de l'intérêt du pays qui voulaient aussi que Habyarimana dit, toi tu es dictateur, on ne veut plus que tu sois là. Et pour lui, pour consolider son pouvoir, il a utilisé la carte encore. Donc c'est des Tutsis qui attaquent les Hutus, alors que ce n'était pas vrai, tu vois. Donc je voulais mentionner ça parce que c'était important, parce que c'est des choses qui reviennent même aujourd'hui, en disant c'est des Hutus contre des Tutsis. Aujourd'hui, c'est des Tutsis, alors que ça n'a rien à voir. Il y avait des gens qui ont des idées politiques très différentes. Et pour revenir à la question aussi de l'identité dans tout cela, j'ai parlé avec un historien qui m'a dit que tu étais ton prof aussi, Gamaliel, qui a 90 ans, 90 ans. Donc c'est quand même, au-delà d'être un très bon historien, il a vécu cette époque. Il est né dans les années 30, dans les années 50, il était déjà un adulte, qui m'a dit des choses très importantes. Il m'a dit en fait qu'un Rwandais, on lui demandait Dantès, qui es-tu ? Même dans les années 50, même dans cette époque-là, personne ne disait moi je suis Dantès, je suis Samuel, je suis Tutsi, je suis Hutu. Non. Les gens s'identifiaient d'abord par leur nom. Je m'appelle Ishimwe, fils de Karemanjingo. Tu disais ton clan, je suis Musindi. Et puis tu disais ta milice aussi, parce que tous les Rwandais faisaient partie des milices traditionnelles. Tu disais moi je fais partie de Uruyange, voilà. Et puis tu disais ta région, très important aussi. Moi je viens, comme tu disais, le Ufundu, je viens du Kinyaga, je viens de ça. Et voilà, et c'était tout. Donc personne ne disait moi je suis Tutsi. Ça c'est quelque chose que même dans les années 50, c'était forcé pour que les gens vraiment arrivent à s'identifier à ça. Et ça c'est important à dire parce que l'époque coloniale allemande, on n'a pas beaucoup d'informations sur cette colonisation parce que c'était de courte durée et puis tous les archives sont en allemand. Mais il y a des choses très importantes parce que un des ethnologues ou anthropologues, Jan Tchekhanovsky, qui était allemand, quand il est arrivé, il a passé une année au Rwanda en étudiant la culture et tout ça. Et il a écrit dans ses journaux, il a dit en fait, j'ai pas pu constater une différence entre les Hutus et les Tutsis. Et il a dit,
la question de la région est plus importante chez les Rwandais que l'histoire de Hutu de Tutsi. Donc il a pu, déjà très très tôt, c'était en 1908, très tôt il a pu constater qu'en fait, Hutu et Tutsi, ce n'était pas une vraie identité. Quelle est vraie identité? Une sorte d'identité régionale. Parce que des fois aussi, dans les guerres de l'ancien Rwanda, beaucoup de gens, des régions se révoltaient. Le Nord se révoltait. Et ce n'était pas une question de Hutu et de Tutsi. Donc tout ça pour dire que c'est toujours dangereux de ramener, des conflits politiques. Comme dans le Rwanda ancien, il y avait beaucoup de conflits. Il n'y a jamais eu de conflit Hutu-Tutsi. Et pourtant, le Rwanda ancien, c'était pas un paradis. C'était un endroit très violent aussi, mais c'était jamais entre les Hutus et les Tutsis. C'était toujours le Nord qui se soulève, c'était toujours une certaine région qui se soulève. Le Gisaka, donc le Gisaka dans l'Est, je pense qu'aujourd'hui, les gens du Gisaka sont considérés comme des Tutsis, alors que c'était des gens de Gisaka qui n'étaient pas le Rwanda jusque... Tout ça pour dire que c'est encore très dangereux de réduire, même aujourd'hui, le problème rwandais, comme on l'appelle le problème rwandais, sur des bases d'ethnie. Ça n'a jamais été le cas. C'était toujours une sorte d'opportunisme politique pour servir des gains politiques et voilà. À ramener ça de très simple, une minorité contre une majorité. Donc. Je pense que c'est très important de le rappeler et que c'est entre autres ça qui a justifié aussi l'acharnement en termes de propagande, d'historiographie, en termes de communication dans les médias, les 10 commandements jusqu'à la publication des 10 commandements des Bahutu, etc. Donc, c'est important aussi de rappeler que les Rwandais, dans un premier temps, étaient réfractaires à cette logique identitaire et raciste. Mais que pour soutenir ces théories racistes et pouvoir les cristalliser au plus profond de l'imaginaire, en tout cas des Rwandais de l'époque, il a fallu mettre en place un certain nombre d'instruments, avoir une stratégie beaucoup plus fine, notamment les 10 commandements dont vous allez parler en 1959, et aussi comment est-ce que pour cristalliser ces identités-là, il a fallu s'assurer qu'elles opèrent dans toutes les sphères sociales du Rwanda socio-économique, que ce soit l'administration, que ce soit l'armée, que ce soit l'économique. Petit à petit, c'est aussi les intérêts, les opportunités ou une logique de discrimination. Donc on est arrivé presque dans un état, pas peut-être comme l'Afrique du Sud, mais où la ségrégation tenait lieu, était tout à fait justifiée par l'État colonial. Donc c'est important de le rappeler et c'est important pour le présent de dire pourquoi est-ce que ces identités reviennent toujours dans le champ de l'interprétation, de la compréhension de la situation ou du contexte géopolitique et aussi, même au moment du génocide, de la non-intervention. Dantès, peut-être. Ah oui. 11 commandements. 11 commandements. Je me suis arrêtée à 10. Oui, non, le 11e commandement concerne le paiement de la cotisation. Donc, c'est quelque chose des commandements donc, élaborés par l'un des leaders politiques de cette époque, Joseph Habyarimana, plus connu sous le nom de Gitera. Donc, il les a diffusés, il les a communiqués le 27 septembre, un dimanche, le 27 septembre 1959, juste quelques jours, quelques semaines avant les troubles, les révoltes et les violences physiques de novembre 1959. Et là, ce qui se lit vraiment dans ces 11 commandements, c'est une sorte de haine qui est en train d'être diffusée à l'encontre des Tutsis, mais c'est aussi une sorte d'influence de la croyance chrétienne, du catholicisme, parce que si on lit bien ces commandements, c'est une sorte de remake des 10 commandements de Dieu, de Moïse. Oui, comme par exemple le 5e commandement qui interdit, donc tu ne tueras pas ton prochain. Là, c'est le thème du meurtre qui est évoqué. Le 6e commandement qui concerne l'adultère, c'est en fait un copier-coller, si on veut bien. Et ces commandements donc, de septembre 1959 seront aussi accompagnés, curieusement, c'est aussi une chose qu'on découvre dans les archives, seront accompagnés par la diffusion d'une sorte d'hymne national des Bahutus
j'ignore sa mélodie. Et ces textes vont, au début, donc en septembre 59, ces textes vont être ridiculisés. Les gens ne vont pas, certaines personnes ne vont pas y croire, mais d'autres vont les garder en tête, vont commencer à adhérer à ce discours, à adhérer à ses idées, et vont commencer même à chanter, donc à transformer ces idées en chansons. Bon, là, je pense à la troupe Abanyura Matui. Et puis, ces idées vont un peu se tasser dans les années 60. Elles ne seront convoquées qu'au moment des crises politiques, justement parce que les pouvoirs en place reprennent pour soit contrôler, continuer à garder le pouvoir. Donc ces pouvoirs vont les reprendre et transformer encore une fois les Tutsis en bouc émissaire, justement pour continuer à rester au pouvoir, à exercer ce pouvoir et à faire oublier les vrais problèmes du pays, dont notamment la pauvreté, le sous-développement, etc., ou bien même l'usure du pouvoir, comme il en a été le cas pour Kayibanda, donc en 73, lorsqu'il va commencer à déclencher les expulsions des Tutsis du système éducatif, de la fonction publique, etc. Là, il va convoquer encore une fois ses idées, organiser une sorte de mobilisation des Hutus pour faire oublier qu'au fait, là, il s'est attardé au pouvoir et qu'en plus, l'économie ne fonctionnait plus, la politique ne fonctionnait plus, et qu'en plus, il y avait une sorte de planification clandestine d'un coup d'État qui était là, des officiers originaires du Hutu, encore ce problème de régionalisme qui était là. Et puis, dans les années 80, ces idées vont un peu se tasser, vont être placées au placard. Et en 90, lors d'une crise politique, il y a là, en 90, là, dans le contexte de l'Afrique, c'est la conférence de la Borde où Mitterrand va exiger, on va le dire comme ça, exiger aux pays africains de se démocratiser au risque de perdre l'aide financière. Et c'est aussi la création des partis politiques, des mouvements politiques. Et puis aussi, bon, à l'extérieur du pays, c'est aussi le début de la guerre de libération que le FPR va lancer pour réclamer le retour des réfugiés au Rwanda, mais aussi pour réclamer la démocratisation, mais aussi la fin de la politique de l'exclusion des Tutsis de toutes les sphères de la vie. Et puis, curieusement, encore une fois, les tenants du pouvoir, le régime de Habyarimana va rappeler ces 11 commandements des Hutus de 1959. Ils vont être retravaillés, ils vont être remixés, assaisonnés pour arriver aux 10 commandements de décembre 1990, où on peut aussi remarquer que ça suit un peu le même thème que les 10 commandements, à la différence que ça rajoute aussi la référence aux troubles de 59 et que ça, il y a une sorte de conscientisation déjà à adhérer à l'idéologie, ce qu'ils ont appelé l'idéologie Hutu, ou bien donc une sorte de suprématisme de Hutu. L'auteur de ces 10 commandements n'est pas officiellement connu, mais quand... c'est dans le journal de Hassan Nguézé, mais Hassan Nguézé, le petit souci, c'est que Hassan Nguézé était une illettrée. C'était une illettrée qui n'arrivait même pas à écrire 2-3 phrases en Kinyarwanda, qui ne pouvait même pas s'exprimer en français. Mais quand moi, par exemple, je lis ces commandements et que je vois ce petit souci, surtout dans le 10e commandement, ce petit souci chronologique, 59, 61, le rédacteur ne commence pas par 61, non, c'est vraiment, ça suit une ligne chronologique, logique,
Là, je vois un historien. Tout de suite, c'est un autre historien. Et je vois un historien qui était proche de ce journal et qui, plus tard, va diriger le Réinfort, etc., pour ne pas donner le nom. Et puis, je vois aussi un linguiste. Et je vois un linguiste à côté. Un linguiste qui va notamment appeler à l'extermination des Tutsis par leur noyade dans la rivière Nyabarongo, qui était un affluent du Nil. Voilà. Et ces deux personnes étaient de super copains depuis les années 70, donc depuis qu'ils ont participé aux expulsions donc, des Tutsis de l'Université nationale du Rwanda, au moment où ils faisaient partie des comités du salut public en 73, et puis au moment aussi dans les années 80, lorsque il dirigeait la faculté des lettres de l'Université nationale du Rwanda. Voilà. Et la première version des 10 commandements avait été aussi imprimée sur les presses de Monseigneur Péroudin aussi, à l'Église catholique à l'époque. Je pense que c'est aussi important quand on parle de collaboration ou de complicité sur le journal. Je veux dire, sur les 10 commandements quand même, le contexte des 10 commandements, encore pour retourner aux années 50, que je trouve que c'est encore toujours le problème des leaders opportunistes. Parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, dans les années 50, si les Hutus pouvaient avoir des mécontentements, c'était compréhensible quand même, de dire que voilà, les Tutsis, on nous enseigne que les Tutsis sont supérieurs à nous. Donc il y avait quand même, je veux dire, des revendications de la part des Hutus ou des injustices qui sont compréhensibles, qui étaient réelles aussi. Mais le problème toujours, c'est qu'en fait, au lieu de voir qui a instauré ces injustices, qui était l'administration belge, ils ont choisi de dire voilà, ce qui est plus donc c'est encore la politique de la peur et la politique d'exploiter les souffrances pour en fait mobiliser pour avoir des gains politiques. Donc si à cette époque-là les Hutus avaient dit nous avons des problèmes, il y a des injustices sociales, c'était réel, c'était compréhensible, mais l'élite Hutu de l'époque, qui était très proche de Monseigneur Péroudin, dont vous venez de dire, Monseigneur Péroudin lui-même, qui vient, moi, comme vous avez dit, j'ai étudié en Suisse, où il y a des problèmes, il vient du Valais, et au Valais, il y a des problèmes, ils ont des problèmes avec d'autres. Donc, il a projeté ses propres problèmes de son pays, entre les Valaisans et les machins, et il a dit, ouais, non, les Hutus, moi, je vois qu'ils sont opprimés, mais qui les a opprimés? C'est la question. Que personne ne posait. Qui a opprimé? Qui a fait que un Hutu ne peut pas devenir chef? C'est pas les Tutsis. Il y a un autre aspect aussi que dans les écrits de Kayibanda, en fait, qu'il fait, à un moment donné, il disait, il faut que, parce qu'à la base, Kayibanda disait qu'il y avait un problème social, donc il fallait résoudre. Et à la base, avant, il disait qu'en fait, les petits Tutsis, ceux qui s'appellent les petits Tutsis, étaient leurs amis aussi. Donc, tout ça pour dire qui étaient les petits Tutsis. C'était la majorité des Tutsis. Parce que qui dit Tutsis, moi, ma famille, j'ai aucun grand-père qui était chef, qui était machin. La majorité des Tutsis n'étaient pas de la noblesse. C'est ça aussi l'autre question. Cette noblesse-là étaient des gens qui étaient proches du roi, par parenté du roi, donc du lignage d'Abani Digna, Abaha, les autres. Donc c'était une très petite des chefs, à l'époque de l'arrivée du colon, qui étaient dans les positions de pouvoir, qui sont restés dans ces positions-là, et leurs fils qui ont été éduqués. Donc quand on dit les Tutsis étaient privilégiés, c'était la noblesse Tutsi, la noblesse rwandaise qui était Tutsi. Mais Kayibanda lui-même dit que 80% des Tutsis étaient des petits Tutsis. Donc la majorité des Tutsis avaient une vie qui n'était pas différente de leurs voisins Hutus. Mais donc tout ça pour dire qu'il y avait un vrai problème social, et ces commandements et on va dire, cette amertume vient d'une injustice sociale qui était réelle, mais qui était très mal orientée et mal interprétée. Et ça, c'est toujours le cas dans la problème du Rwanda, de la région même en général. Au Burundi, je pense que c'est la même chose. Quand on prend un problème qui vient d'injustice sociale et qu'on va les ethniser, cette question, alors que ce n'est pas une réalité. Et donc,
je voulais souligner ça, que les injustices sont toujours un peu... voilà, pardon. Oui, c'est juste pour dire que le génie, si je peux appeler ça le génie de l'administration tutélaire belge aura été d'imputer sa propre responsabilité dans l'établissement du monopole politique, sa responsabilité dans les violences physiques, toutes ces violences, d'imputer sa responsabilité à ses auxiliaires, et d'amener les Rwandais à croire que les vrais responsables de toute cette situation, c'était ses auxiliaires et non pas leur chef définitif. C'est un peu le principe de l'administration aussi indirecte qui fait que la première, je suis tout à fait d'accord avec vous aussi, c'est que la première personne qu'on voit était effectivement ces auxiliaires qui devaient faire effectuer les corvées et qui fouettaient, qui prélevaient aussi la dîme, etc., les impôts. Donc je pense que c'est très important de... La photo, par exemple, où on peut, comme on dit, une image vaut 1000 mots. Sur la première photo, celui qui fouette, c'est justement un Africain, et celui qui est juste là. Parfois, même sur certaines photos, le fonctionnaire belge n'est même pas présent. Oui. Ou bien il n'est même pas sur le terrain, mais c'est l'auxiliaire qui était là, qui fouettait. Et c'est lui, dans les années 50, qui sera tenu pour responsable de ces fouets, etc. Et c'est ce qui aussi ressort, par exemple, de la lettre du mandement de carême de Monseigneur Pérodin, lorsqu'il impute toutes les responsabilités au groupe des Tutsis, et que dans le texte, dans le texte en français, c'est vraiment un peu neutre, on va dire comme ça. Mais dans le texte en Kinyarwanda, là, il donne en fait une sorte de bénédiction, Kilisia Yemela. Donc l'Église catholique approuve ces changements, donc ces changements-là qui étaient là. Et puis, il dit aussi que les Rwandais étaient donc divisés en ces trois groupes et qu'en plus, tout cela avait été donc la faute de ces auxiliaires, notamment donc de chefs et Tutsis, et que c'est les institutions rwandaises qui étaient à ce moment-là en place, donc que ce soit la royauté ou bien les chefferies, c'était des institutions anti-chrétiennes. En Kinyarwanda, c'est très fort, des expressions très fortes. Et c'est vrai que c'est important de rappeler le pouvoir de l'Église à l'époque. Pour comprendre aussi la raison pour laquelle la Belgique s'acharnait à ces soi-disant Tutsis, qui ne sont pas tous Tutsis, comme on disait, leur chef était Hutu. Donc c'est question du nationalisme africain qui naissait, et que, bien sûr, beaucoup de nationalistes africains, comme Nyerere, c'était des communistes aussi. Donc, qui disait, c'est un autre opportunisme aussi de dire les Tutsis sont des communistes. Socialistes. Alors que ces gens-là, le communisme, Karl Marx, ils en connaissaient, ils s'en foutaient en tout cas. Donc, mais ça résonnait en fait pour encore fédérer aussi ici en Belgique, dans les partis politiques en Belgique, disait il y a une menace communiste au Rwanda, parce que les Tutsis sont communistes. Donc, qui dit communiste dit anti-chrétien. On est aussi dans le contexte de la guerre froide. Donc, qui dit communiste dit anti-chrétien. Donc, il faut quand même qu'on se... Alors que le Hutu, c'est un bon chrétien, parce que lui, il aime bien aller prier, il aime bien son prêtre. Donc, il y avait un livre que tu avais, ce livre-là, qu'il faut absolument... C'est un livre que j'ai lu quand j'étais à l'école, qui est très, très intéressant, parce que dans ce livre, quelque part, il y a une lettre, c'est un livre qui a été écrit par Guy Logiste, qui était le résident spécial militaire du Rwanda, et qui avait publié dans ce livre, il y a mis 2 lettres en fait, que lui a été au moment de l'indépendance. Il y a une lettre qui a été écrite par Kayibanda, qui est devenu le président, donc avec la partie Palme Hutu, qui disait au logiste, vraiment nous sommes tristes de ton départ. Merci de nous avoir aidés à se débarrasser de ces Tutsis. Vraiment, nous sommes tristes que vous partez, donc, mais vous allez rester quand même, vous êtes nos amis, tout ça. Et il y avait une lettre aussi des nationalistes de l'UNAR, et qui disait
nous sommes contents que tu sois parti parce que vous, les Belges, vous nous avez fait ça, fait ça. Donc, ça résume quand même le sentiment belge qui disait, voilà, on va mettre en place des gens qui sont sympathisants, qui nous aiment bien et que nous avons... Parce que Kayibanda c'était pas un intellectuel remarquable. C'était le secrétaire de Monseigneur. Voilà, Oui. mais c'était quelqu'un qui avait été préparé parce que de sa loyauté, on disait il va être que ces Tutsis, c'est pas des Tutsis. Moi, j'aime pas dire ça parce que c'était pas que des Tutsis qui les nationalistes. Donc il y avait un intérêt colonial à garder la main sur. Donc du coup inventer toutes ces histoires de communisme, d'anti-chrétien, anti. Alors, par rapport à la question d'aujourd'hui, c'est quand même beaucoup d'informations. Est-ce que prendre l'héritage colonial comme point de référence pour comprendre l'histoire rwandaise, comme point de bascule, évidemment, est-ce que ce n'est pas un danger par rapport aux relations que nous avons avec la Belgique, avec les Belges, ou est-ce que c'est une nécessité pour vous par rapport au travail que vous faites donc, cet héritage colonial comme point de bascule ou comme point de référence pour comprendre l'histoire rwandaise. Est-ce que c'est une nécessité ou est-ce que c'est potentiellement un danger? Oui, je pense que c'est très très nécessaire. Parce que moi, en faisant ce film, en fait, la première chose que j'avais dans la tête, c'était pour les Rwandais. Parce que c'est vrai que ce poison dont il parlait, d'ethnisme, qui n'existe vraiment pas, qu'il n'y a pas d'ethnie, est vraiment bien ancré, même aujourd'hui, malgré les efforts bien sûr, du gouvernement à abolir ces choses-là et vraiment à décourager. Mais quand même, au niveau familial, au niveau social, quand même, ça persiste, ces histoires. Mais ça vient d'une... des fois, moi, j'ai des amis avec qui on discute qui croient que, vraiment, moi, je suis Tutsi et mes ancêtres sont venus de l'Éthiopie. Il y a des gens qui croient ça. J'ai des amis qui croient ça, pour te dire ça. Donc, mais ça vient d'une ignorance de l'histoire. Parce que, comme l'a dit Dantès, à la base, très, très tôt, pendant l'éducation coloniale, les élites intellectuelles rwandaises ont été éduquées dans ces théories hamites. La théorie hamite a été discréditée par les historiens. Après, c'est pas un théorie qui n'existe plus. Mais elle a été enseignée à Astrida. Mais à l'époque, ça a existé. Même nos grands historiens, Alexis Kagame, ont repris, en tout cas, ont repris ces théories-là. Alexis Kagame, dans son livre, Nganji Kalinga dit, voilà, il dit même que voilà, il est allé en Somalie et que voilà, il y a vu des gens qui ressemblaient aux Tutsis. Bref. Mais tout ça pour dire que c'est important de remonter à cette époque coloniale pour déconstruire des vérités, ce qu'on appelle des vérités qui sont devenues des vérités aujourd'hui, mais qui sont vraiment sont des constructions. Donc si on ne fait pas ce travail que Dantès fait, d'aller chercher dans les archives, d'aller trouver aussi des preuves, et pour dire, voilà, c'est une construction, c'est très dangereux, parce que ça fait persister ce clivage, ces identités ethniques qui sont pas vraies. Et une deuxième chose que je voulais rajouter à ça, c'est que aujourd'hui, nous sommes dans l'obligation en fait, de prouver que en fait, les Hutus et les Tutsis sont pas des ethnies. Parce que chaque fois que je suis en Europe, et les gens me disent, moi j'habite maintenant à Berlin, il y a 2 jours, il y avait un plombier qui était venu chez moi, et qui me disait, ah, tu viens d'où? Je dis du Rwanda. Ah ouais, il y a eu une guerre entre les Hutus et les Tutsis. Bon. Donc c'est très facile dans l'imaginaire du monde, pas que des Européens même, d'autres qui ne sont pas du Rwanda, ou du Burundi, de voir qu'il y a toujours des guerres interethniques, il y a toujours 2 camps qui se tapent dessus. Et ça, c'est très dangereux parce que si on est dans l'obligation de prouver que non, ça n'existe pas, ça a été créé. Après, si on ne le fait pas, cette lecture binaire de tous les conflits qui arrivent aujourd'hui au Rwanda, ou qui vont arriver même dans la région, vont être toujours lus sous cet angle-là, qui est très problématique. Donc, et une autre chose, c'est que chaque fois que je montre le film, des gens me disent, mais bon, dans le film, on voit bien qu'au Rwanda, on a interdit les ethnies. Ils disent ça vraiment avec une sorte
comment dire, de mélancolie, comme si le Rwanda avait été déprouvé d'une ethnie, d'une identité. On dit qu'au Rwanda, les ethnies ont été abolies, mais tout ça pour dire qu'il y a une obsession que je trouve sur cette histoire de Hutu-Tutsi, qu'on veut que ça existe. On veut qu'il y ait des Hutus, on veut qu'il y ait des Tutsis. Et nous, on est toujours dit, non, il n'y a pas de Hutu et de Tutsi. Non, on veut vraiment que ça existe. T'es quoi? T'es Hutu, t'es Hutu. Voilà. Donc, il faut faire un travail historique avec des preuves, parce que sinon, les gens ne vont pas te croire. Avec des preuves, montrer, blanc sur noir, que voilà, ça, c'est une invention coloniale. Et donc, et si on ne fait pas ça, bon, on risque de rester dans ces histoires. Nos enfants, moi j'ai une cousine qui a 17 ans et qui a 19 ans qui me dit qu'à l'école, aujourd'hui, il a des amis qui lui disent ouais, c'est des Hutus et c'est des Tutsis. Bon, ce n'est pas un problème qui est fini. Donc, c'est important. Bon, juste aussi pour ajouter que c'est les deux, en fait. Ça peut être un danger pour ceux qui ont peur de faire face à ce passé colonial. Et surtout pour des questions de réparation, lorsque des questions de réparation sont posées, ou bien même des questions d'appréhender l'ampleur des violences coloniales. Parce que tout n'a pas été découvert, tout n'a pas été écrit. Les historiens et d'autres chercheurs des sciences humaines continuent de découvrir d'autres facettes des violences coloniales, et surtout ce qui est ahurissant, c'est un peu de découvrir que cette violence était aussi légiférée. Il y avait vraiment des lois écrites noir sur blanc que, par exemple, la chicote devait être administrée aux hommes adultes valides, et que cet homme adulte valide devait recevoir ses coups non pas sur les jambes, non pas sur la tête, mais sur le postérieur avec le vêtement enlevé, et que cette chicote était dispensée aux femmes, aux enfants, aux vieillards et aux infirmes. C'est aussi une nécessité pour comprendre surtout les violences post-coloniales, notamment les violences à caractère, surtout les violences à caractère génocidaire, donc les massacres de 59 à 62, les massacres de 63 à 64, les massacres de 66, et toujours avec parfois les mêmes acteurs des années 60 qu'on retrouvera dans les années 90, Bagosora par exemple, qu'on commence déjà à voir dans les années 66, dans le massacre du Bugesera, lorsqu'il commandait le camp militaire de Gako. Et puis les massacres aussi de 72-73 et les massacres des années 90 qui aboutissent au génocide perpétré contre les Tutsis. Oui. Et oui, juste aussi pour compléter, enfin, Samuel, sur cette hypothèse mythique qui disait que les Rwandais, donc, qui étaient juste là, donc, que ce soit les Hutus, les Tutsis et les Twa, pour préciser que cette théorie disait que ces groupes étaient différents, qu'ils n'avaient pas habité le Rwanda tout le temps, et que ces groupes, donc comme ces théories-là, diffusionnistes, racistes, qui essayaient de développer que le développement, les institutions qu'ils voyaient, donc au Rwanda, n'étaient pas des institutions endogènes, mais plutôt des institutions exogènes, qui provenaient donc de l'extérieur, et que ces groupes, par exemple, le Rwanda était habité en 3 vagues migratoires, et que les Twa étaient les autochtones, et que vers cette théorie disait aussi que vers le 5e siècle après Jésus-Christ, que les Hutus sont descendus des alentours du Cameroun, du bassin du lac Tchad, et qu'ils ont migré, et ils sont arrivés au Rwanda dans la vague migratoire bantou, et qu'ils ont apporté alors la métallurgie, l'ancienne métallurgie, donc du fer, et qu'ils ont apporté une sorte de poterie, et que vers
le XIVe siècle après Jésus-Christ, les Tutsis seraient descendus de l'Éthiopie, l'Abyssinie, qu'on retrouve dans le discours de Léon Mugesera en 92, qu'ils seraient descendus donc de l'Éthiopie en apportant au Rwanda l'élevage des vaches à longues cornes, et que ces groupes se différenciaient sur le physique. Et ça, c'est dans les écrits, notamment dont on a vu Bahutu et Batutsi, que par exemple les toits avaient une taille de 1,50 m, environ 1,50 m, que la taille moyenne des Hutus était 1,67 m, et que la taille moyenne des Tutsis était 1,76 m jusqu'à 2 mètres, que les longueurs données étaient différentes, c'était 5 inférieur ou égal à 5 cm pour les toits, inférieur ou égal à 5,2 cm pour les Hutus, inférieur ou égal plutôt supérieur ou égal à 5,5 cm pour les Tutsis. Et avec, à chaque fois qu'on les trouve dans ces études, des planches à la fin avec des photos pour illustrer pour illustrer ces différences donc entre Hutus et Tutsis, etc. Et il n'y avait pas que ces différences physiques qui vont aussi ajouter des traits de différences, caractère. Oui, des traits de caractère. Oui, le Tutsi intelligent, qui a une maîtrise de soi, qui est un chef né, un politique né, comme le dit Monseigneur Classe dans son article pour moderniser le Rwanda, le problème des Batutsi, et que les Hutus c'était des inaptes au commandement, de grands enfants qui ne pensent qu'à s'amuser à boire, comme le dit Monseigneur Classe. Et puis que les toits étaient, là c'est beaucoup plus insultant encore, qui ressemblait beaucoup plus aux singes qu'ils chassaient dans les forêts. Et toute cette théorie va être... ce n'est que plus tard vraiment que cette théorie va commencer à être remise en question par les historiens et les chercheurs. Mais le malheur aussi, si je peux dire, le malheur du Rwanda sera que cette remise en question n'a pas été opérée déjà dès la fin de la colonisation. Mais encore une fois, les régimes de Kayibanda et Habyarimana ont continué à perpétuer ces clichés, développer cette théorie jusqu'à arriver au génocide perpétré contre les Tutsis. Mais au petit passage, c'est par exemple les idées de l'apport de l'élevage ou bien au Rwanda, tout cela a été remis en question par les recherches archéologiques. Par exemple, les recherches du professeur Kanimba, le regretté professeur Kanimba, qui a prouvé que l'élevage des vaches à longue corne avait existé au Rwanda déjà au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et que ces différences, ces origines éthiopiennes ne pouvaient pas être validées par la linguistique, qui montrait que plutôt les Rwandais qui parlent une même langue, donc le Kinyarwanda, une sorte de langue bantoue, sont beaucoup plus proches, par exemple, des personnes d'Afrique du Sud, et que le Kinyarwanda, on ne retrouve pas dans le Kinyarwanda, on ne retrouve pas de traces des langues de l'Éthiopie ou bien des langues du Cameroun, mais plutôt on trouve le vocabulaire de base que les langues qui sont parlées en Afrique du Sud. Par exemple, pour désigner l'eau, c'est toujours Amazi, ou bien un grand cours d'eau, c'est Nyanza, qu'on retrouve dans Nyasaland, Victoria Nyanza, partout, ou bien des noms de Jean Mugabe, Robert Mugabe, tout ça, voilà. Mais comment se fait-il que ces théories raciales qui ont façonné notre inconscient collectif, parce qu'il ne s'agit pas que des Rwandais, il s'agit aussi des Belges, ont perduré. Donc, par exemple, vous travaillez pour une institution académique
du côté wallon comme du côté flamand de la Belgique. Est-ce qu'au niveau des institutions, il y a une remise en question de l'impact de ces théories coloniales sur la réalité du Rwanda jusqu'au génocide? Et est-ce qu'il est possible d'expliquer, oui ou non, pourquoi est-ce qu'au cours de ces années, parce que les États sont quand même restés, la coopération belge a perduré entre 1959 jusqu'en 1994, comment est-ce qu'à certaines périodes, les autorités politiques belges ont soit manifesté un déni, soit une certaine ignorance, mais en tout cas ont laissé ces théories raciales se cristalliser encore une fois et exister sous la forme de massacres jusqu'au génocide. Donc il y a deux éléments, les institutions avec lesquelles vous travaillez aussi dans le cadre de la recherche. Est-ce que le champ de la recherche et les institutions remettent ou pas en question ces théories que plus personne ne défend aujourd'hui, mais qui continuent à avoir bon ton? Et deuxièmement, est-ce qu'il est possible d'expliquer comment est-ce qu'un État, entre 1959, depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, continue à être engagé avec un gouvernement qui développe une politique ségrégationniste, raciste et génocidaire? Je dirais qu'il n'y avait pas eu, donc entre 62 et 94, il n'y avait pas eu vraiment de remise en question sérieuse de ces théories par les scientifiques, surtout des scientifiques belges. Certaines publications de chercheurs belges vont continuer à perpétuer ces idées et à vraiment montrer, toujours à aller dans le sens qu'il y avait des différences entre ces groupes qu'on rencontre au Rwanda. Et j'expliquerai aussi cela par le fait qu'il n'y a pas vraiment eu, il n'y a pas eu de véritable décolonisation du Rwanda, et que même si le Rwanda était indépendant avec un drapeau, hymne, etc., les institutions, ce qui est parfois rigolo, c'est par exemple de trouver que le premier gouvernement du Rwanda indépendant était à moitié composé d'anciens administrateurs territoriaux belges. Et que, par exemple, le premier bourgmestre de Kigali, et c'était un Belge, un colon belge, oui, qui habitait Gatsata, Borchegrave d'Artena, et que le chef d'état-major, par exemple, de l'armée rwandaise, c'était un ancien officier de la force publique qui a continué sa fonction jusqu'aux années 60, que les renseignements rwandais étaient dirigés par un officier belge, le major Camille Turpin, et que le même colonel logiste, bon, il était résident spécial du Rwanda, il va être recyclé, devenir le premier ambassadeur de la Belgique au Rwanda. Comment réussir la décolonisation? Parce qu'ils n'étaient pas intéressés, le gouvernement de l'époque n'était pas intéressé dans une décolonisation, parce que c'était leurs amis à la base. Ils appelaient juste le libérateur. Ils appelaient le libérateur de... Voilà. Alors, est-ce qu'on peut lire le présent à la lumière du passé? Est-ce qu'il y a d'autres éléments du passé ou du présent qui ont encore besoin d'être évidemment recherchés, analysés dans les archives, mais aussi mis à disposition, je crois, du public, parce que la question de la connaissance et du partage de la connaissance pour la compréhension du public en général, c'est-à-dire des citoyens, dans ce cas-ci belges et rwandais, est crucial si on veut faire évoluer les choses. Merci beaucoup à tous les deux. Voilà, je pense que c'est le début du chemin. L'accès aux archives coloniales est un fait, est une nécessité. Je pense que vous l'avez suffisamment développé aussi pour comprendre aussi quelles sont aussi les réminiscences de ce passé dans le présent et dans le contexte géopolitique de l'Afrique centrale, et aussi pour comprendre l'histoire du Rwanda et du génocide aussi. Je pense que, évidemment, les enjeux de la mémoire et du partage de cette mémoire commune sont vraiment essentiels. Pas simplement au Rwanda, mais en Belgique et aussi ailleurs. Donc, on vous remercie beaucoup. On remercie RCN pour cette invitation. On remercie aussi tous les gens du public pour votre attention. Merci.
Ça va, merci. La séance est levée. La séance est levée.